Le brassage de l'air entre hémisphères ne se fait pas en quelques mois, mais plutôt en une année. Cette amplitude annuelle, due au cycle saisonnier de la végétation de l'hémisphère nord, ne se répercute pas sur les deux hémisphères de manière homogène. Au niveau de la moyenne annuelle, la différence entre les deux hémisphères est minime, et de toute façon la tendance est exactement la même. L'évolution annuelle est très nettement à la hausse jusqu'à arriver à 380 parties par million de CO2 en 2006 en moyenne annuelle. Les courbes bleues et roses du bas représentent la variation de la teneur atmosphérique en oxygène, ou plus exactement, l'écart à la normale, en ppm également. La courbe rose vient de mesures effectuées à Alert Canada, par 82 degrés nord, et la courbe bleu clair de mesures effectuées à Cap Green en Australie par 41 degrés sud. La corrélation avec la courbe de CO2 est spectaculaire. Un deuxième indice intéressant est que non seulement le CO2 atmosphérique augmente, mais il augmente chaque année un peu plus. Graphique ci-dessous. Exactement comme la combustion des hydrocarbures. Il y a donc une accélération de l'augmentation très perceptible sur une échelle de temps, quelques dizaines d'années, ce qui est ridiculement court à l'échelle des cycles naturels. Sur cette courbe, on voit les barres grises représentant l'augmentation annuelle du CO2 atmosphérique en ppm, provenant des mesures de la Scripps Institution of Oceanography, qui montrent clairement que cette augmentation est plus importante chaque année. L'atmosphère s'enrichissait ainsi de 0,5 parties par million de CO2 tous les ans en 1960, alors qu'actuellement c'est autour de 2 ppm par an, 4 fois plus. Les courbes en escalier noir et rouge jusqu'au-dessus des barres donnent la moyenne glissante sur 5 ans des valeurs de la barre, et celle provenant des observations de la NOAA. La courbe noire du haut en escalier représente en partie par million l'augmentation de la concentration atmosphérique de CO2 que nous aurions eu de 1960 à 2005 si la totalité du CO2 émis au titre des combustibles fossiles restait dans l'atmosphère. La différence avec ce qui est vraiment mesuré correspond à la reprise par les puits. Voici la part du CO2 émis chaque année qui reste dans l'atmosphère. 0 égale 0%, 1 égale 100%. Il est facile de constater que cette fraction reste relativement stable autour de 50%, avec une anomalie au début de la décennie 90, alors que les émissions de CO2 ont quadruplé entre 1960 et 2005. Cela s'explique par le renforcement des puits, qui pourrait cependant ne pas durer. Mesure des gaz à effet de serre sur une longue durée. Sur un passé très récent, l'affaire est entendue. Le CO2 atmosphérique augmente même de plus en plus, et il augmente, et l'oxygène diminue, au rythme de la combustion du pétrole, du gaz et du charbon. C'est déjà un sérieux indice, mais pour pouvoir dire avec certitude si la civilisation industrielle y est pour quelque chose ou pas, il faut pouvoir se faire une idée de ce qui se passait avant son début, c'est-à-dire avant 1750. Or, avant 1750, même quelques temps après, il n'y avait pas d'instrument permettant de mesurer directement la teneur en CO2 de l'air, pas plus que la teneur en méthane ou en quoi que ce soit d'autre. Comme aucun de nos lointains ancêtres n'a eu la bonne idée de nous mettre quelques bouteilles d'air de l'époque de côté, comment a-t-on procédé? Nous avons la chance d'avoir au pôle sud un dispositif naturel d'archival de la composition de l'air. Chaque année, il y tombe de la neige, et comme la température de l'Antarctique est très basse et qu'il ne dégèle jamais, chaque année voit de nouvelles chutes de neige qui viennent recouvrir les précédentes. Avec le poids de la neige qui s'accumule au fil des années sans jamais fondre, la neige la plus ancienne finit par se transformer en glace sous l'effet de la pression, comme cela se passe avec les glaciers de nos Alpes. Au cours de cette transformation de neige en glace, qui dure quelques siècles en général, l'air qui entoure les flocons de neige se retrouve emprisonné dans la glace sous forme de petites bulles. Ces bulles datent donc de l'époque où la neige est tombée, à quelques siècles près. Le résultat de tout cela est que la calotte glaciaire de l'Antarctique se compose de glace qui est de plus en plus vieille au fur et à mesure que l'on creuse plus profond, et que, avec chaque couche de glace d'un âge donné, on trouve un peu d'air sous forme de microbulle qui date de la même époque que la glace. Cette situation ouvre la voie à une possibilité extraordinaire, retracer la composition de l'atmosphère pour des gaz chimiquement stables une fois emprisonnés dans la glace, et le CO2 en fait partie, jusqu'à l'époque de la formation de la glace la plus ancienne dans l'Antarctique. Pour cela, il faut creuser et extraire proprement, sans la contaminer avec de l'air ambiant, ce qu'on appelle une carotte de glace, c'est-à-dire un grand cylindre de quelques dizaines de centimètres de diamètre et dont la longueur est de quelques kilomètres, de la surface jusqu'au rocher, dater la glace tout le long de la carotte, analyser la composition des bulles d'air qui s'y trouvent, ainsi tout le long, et notamment les concentrations des principaux gaz à effet de serre naturels, c'est-à-dire gaz carbonique, méthane, protoxyde d'azote. Les couches les plus profondes de l'Antarctique, datant d'il y a 800 000 ans, on comprend que l'on peut avoir un bon aperçu, d'autant plus précis que l'on est proche de notre époque. Il est vrai, sur ce qui s'est passé pendant cette période.
Pour être exact, on peut avoir une représentation très précise de ce qui s'est passé pendant les 100 000 dernières années, puis une idée encore très acceptable, c'est-à-dire encore exploitable, de ce qui s'est passé sur les 700 000 années d'avant, de moins 100 000 à moins 800 000. Si on fait la courbe des concentrations dans l'air de gaz à effet de serre naturel depuis 1750, début de l'industrialisation, graphique ci-dessus, on constate que les concentrations suivent tous une courbe en très forte croissance, à peu près exponentielle depuis cette date. Voici les variations de teneur d'atmosphère en gaz à effet de serre depuis 1750. On voit les nitrous oxydes, qui signifie protoxyde d'azote, les carbone dioxide, qui signifie CO2. Les résultats proviennent de l'analyse des bulles d'air mesurées dans la glace. Et pour les années postérieures à 1958, de mesures directes. Rappel, 1 ppmv signifie une partie par million, c'est-à-dire 0,0001%. Un ppbv, une partie par billion, c'est-à-dire une partie par milliard, c'est-à-dire 0,000001%. Donc 1000 fois moins. On voit que les gaz à effet de serre n'ont pas besoin d'être présents en grande quantité pour avoir un effet déterminant. Par ailleurs, aux incertitudes de mesure près, les concentrations de CO2 avant 1750 sont constantes sur plus de 10 000 ans et n'ont jamais dépassé la valeur de 1750 pendant les 650 000 ans qui ont précédé 1750. 280 ppmv, alors qu'en 2005, nous sommes déjà à 380. Sur cette graphique, on voit la variation des teneurs de l'atmosphère en gaz carbonique sur les 400 000 dernières années, tirées du forage de Vostok. L'échelle de gauche donne les concentrations, celle du bas, l'âge en années. Attention, plus on va vers la droite et plus on remonte dans le passé. Et celle du haut, la profondeur de carottage, en mètres. On constate aisément que la concentration de CO2 n'a pas dépassé 280 ppm depuis moins 400 000 ans. Voici la variation des teneurs de l'atmosphère en gaz carbonique sur 650 000 ans. Attention, on va vers le passé quand on se déplace vers la droite. Tiré du fourrage épicéa. On constate aisément que de moins 400 000 ans à moins 650 000 ans, le CO2 n'a pas varié différemment que pendant les 400 000 ans qui ont suivi. Si avec tout cela nous ne sommes pas encore coupables, du moins commençons-nous à être fortement suspects. Ce qui va achever de nous confondre, c'est l'analyse isotopique de carbone présent dans le gaz carbonique atmosphérique. L'atome de carbone possède 3 isotopes. Le carbone 12, le plus abondant, possède 6 protons, 6 neutrons. Le carbone 13, qui possède 6 protons et 7 neutrons, est un isotope stable, il n'est pas radioactif et présent à hauteur de 1% du carbone environ, avec toutefois une différence notable entre les milieux océaniques et les milieux continentaux. Il est moins abondant dans les milieux continentaux, dans la biomasse et dans les combustibles fossiles, qui sont dans la biomasse, décomposés il y a longtemps que dans l'océan. Le carbone 14, qui possède 6 protons et 8 neutrons, est instable, c'est-à-dire qu'il est radioactif, avec une période de 5500 ans environ, c'est-à-dire qu'au bout de 5500 ans, la moitié du stock initial de carbone 14 a disparu. Il se forme par bombardement dans la haute atmosphère de l'azote de l'air par des neutrons du rayonnement cosmique selon la réaction N77 plus N donne N78 donne C68 plus P. Le carbone 14 se retrouve ensuite un peu partout. Mais comme il se désintègre en quasi-totalité au bout de quelques dizaines de milliers d'années, les combustibles fossiles qui se sont formés il y a des millions d'années au moins n'en comportent pas. Nous avons donc des discriminants du CO2 selon sa provenance. Les émissions de CO2 provenant de l'océan sont relativement riches en carbone 13 et comportent du carbone 14. Les émissions de CO2 provenant de la biomasse continentale sont moins riches en carbone 13 et comportent aussi du carbone 14. Les émissions de CO2 provenant des combustibles fossiles sont aussi riches en carbone 13 que celles provenant de la biomasse continentale, charbon, ou marine, pétrole et gaz, mais sont dépourvues de carbone 14. Or, on constate que le CO2 atmosphérique s'appauvrit actuellement en carbone 13 et en carbone 14. L'appauvrissement en carbone 13 indique que l'augmentation de ce CO2 atmosphérique ne vient pas de l'océan, et l'appauvrissement en carbone 14 implique, puisque c'est la seule source possible, que les émissions en provenance des combustibles fossiles augmentent. Pour le CO2, la concentration jamais atteinte depuis 650 000 ans au moins, le rythme inconnu jusqu'alors de l'augmentation de sa concentration et les confirmations par les analyses isotopiques et la variation anticorrélée de l'oxygène permettent d'affirmer que c'est bien l'homme, et en particulier les activités modernes, qui sont la source de l'augmentation de ce gaz dans l'atmosphère.